Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait. Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois. Il n'y a rien de plus important que la relation client. Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante. Une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centré sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose 2 choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fière aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Aujourd'hui, je reçois Vincent Placer. Vincent, c'est le directeur général de Colorado Group. Vous savez, notre fameux sponsor. Vincent, bienvenue. Bienvenue Marine, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, je suis contente de t'avoir. On va parler d'un sujet. Alors déjà, tu vas pouvoir commencer par te présenter, mais de prime abord, concrètement, il y a une question qui revient assez souvent, c'est comment, alors déjà, combien ça coûte la relation client et là, plus spécifiquement, comment on peut réduire les coûts de sa relation client. Et je pense que dans réduire, au final, il y a maîtriser et savoir quels sont exactement les coûts dont on parle. Vincent, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton parcours et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui ? Ok, donc moi ça fait 6 ans que j'ai rejoint Colorado Group, donc depuis 2015 et donc chez Colorado, j'ai rejoint pour prendre en charge l'activité conseil puisque c'est une de nos 2 activités, donc je m'occupais du conseil et puis au cours du temps depuis 2020, j'ai repris effectivement l'ensemble de Colorado pour m'occuper de la partie conseil et de la partie solution puisque nous distribuons une solution de Customer Feedback Management. Yes, exactement. Consumer Live, voilà. Donc ça, c'est nos 2 activités. Et moi, en termes de parcours, je viens... alors, je ne sais pas si on peut dire de parcours atypique parce que je considère qu'il n'y a plus vraiment de parcours typique non plus. Mais disons que moi, au départ, je viens du monde de la data. J'ai fait des études de statistiques. On n'appelait pas encore ça de la data science. On appelait ça de l'économétrie à l'époque ou du data mining. Et donc, j'ai commencé mon parcours comme ça. J'ai rejoint les télécoms et j'ai travaillé chez différents opérateurs avant de m'arrêter un bon moment chez Orange où je me suis occupé de la stratégie client de 2001 à 2006. Et puis ensuite, j'étais plutôt sur le marché B2B, le marché des pros, où j'étais en charge de tout le marketing client et j'étais le directeur adjoint de la business unit mobile entreprise d'Orange France. Voilà, et ensuite, j'ai décidé de rejoindre le monde du conseil et j'ai d'abord créé une filiale d'un petit cabinet de conseil en marketing quantitatif, donc du coup de la data au service du marketing. Et voilà, on a été acquis par EY en 2012 et puis j'ai croisé la route de Colorado et ce que faisait Colorado m'a bien plu et donc j'ai décidé de rejoindre cette aventure. Bon, top. Et concrètement, ça ressemble à quoi tes journées ? Alors, même si, voilà, il n'y a pas de journée type et tout, mais quels sont vos clients ? Comment vous les accompagnez ? Qu'est-ce que vous faites pour eux ? C'est quoi les questions qu'ils vous posent le plus ? Alors, une journée type dans le conseil, c'est vrai que ça bouge tout le temps et c'est ce qui en fait un peu l'intérêt de ce métier. C'est clair. Mais c'est vrai que la journée va se diviser un peu en moments où on est plutôt sur la partie avant-vente, où on a eu des sollicitations des clients et on va réfléchir aux problèmes qui nous ont été posés. Donc, nous, on va avoir des problématiques qui sont comment est-ce que je peux organiser mieux mon centre de relations clients. On va avoir des problématiques sur je rencontre des difficultés particulières sur tel ou tel parcours, un parcours d'achat, un parcours de réclamation. Est-ce que vous pourriez m'aider à redesigner
designer ce parcours, ou j'aimerais avoir une approche plus expérientielle et avoir plus de services. Voilà, donc des types de clients, ou aussi un sujet de voilà, j'aimerais mieux piloter la voix du client, comment est-ce que je pourrais utiliser ces insights. Voilà, donc on va avoir une partie du temps qui va être sur la réflexion de ce point-là, une autre partie de la journée qui va être consacrée plus aux missions en tant que telles, parce que justement, ce qui est intéressant dans le conseil, c'est que tout le monde participe à la production, et moi, je continue à être sur la production. Alors évidemment, beaucoup moins que les consultants. S'ils m'entendent, ils savent bien que ma contribution est plus limitée, mais en tout cas, on participe à la production, et donc du coup, il y a un temps où soit par des réunions internes, soit ou des réunions de restitution et de partage avec le client, soit des réunions de production de livrables. Donc voilà, donc ça c'est une deuxième partie de la journée. Et puis après, il y a un dernier temps qui est aussi important et qui est très intéressant, de discussion avec le client, soit sur ses besoins, soit sur la réception de nos travaux, des questions complémentaires qu'il aimerait voir adressées. Donc voilà. Et puis la dernière partie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini toute cette journée, il reste la gestion quand même des équipes, les sujets, les problématiques qui sont liées plus à notre organisation interne, essayer de voir comment on peut améliorer aussi la façon dont on travaille et rendre le travail le plus intéressant pour nos collaborateurs, avec effectivement les difficultés qui sont inhérentes à notre métier, qui est très flexible, avec lequel on peut avoir des périodes de rush très intenses, suivies par des périodes un petit peu moins fortes. Il faut arriver à gérer cela, et voilà, ça donne ce qui fait une journée assez sympathique dans laquelle on ne s'ennuie pas, et moi je suis très content. C'est clair. Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui chez Colorado ? Chez Colorado, sur l'ensemble des activités, on est une cinquantaine. Ok. Voilà, donc une petite moitié sur l'activité conseil, une petite moitié sur l'activité solution, et puis quelques effectifs en transverse qui vont s'occuper un petit peu plus du marketing, des ventes, de la gestion RH, de la facturation, toute la partie administrative. Voilà, grosso modo, un petit peu notre répartition. Ok, et alors, comment ça se passe si demain je viens te voir et que je te dis, Vincent, comment est-ce que je peux réduire les coûts de ma relation client à distance ? Qu'est-ce que tu réponds ? Alors, qu'est-ce que je réponds ? La première chose que je réponds, c'est que déjà, le vrai sujet, et ça c'est un peu l'expérience qui nous l'a montré, c'est que de quel coût on parle. Parce que en fait, les coûts de la relation client sont pas toujours très bien appréhendés. On voit qu'il y a des gens qui comprennent les coûts de la relation client comme juste le coût de mon outsourcing, le coût de ce que je donne à un outsourceur, ce qui est un coût en soi. Définition de outsourceur. Tout à fait, un partenaire externe de relation client. Ok. Et comme c'est un partenaire externe, il envoie une facture, c'est assez facile de savoir combien il coûte, puisqu'on peut se dire, je regarde tous les mois, je reçois sa facture, un peu comme tout travail de prestation externe. Yes. Si jamais ma relation client est interne, déjà, j'ai plus ce levier-là pour regarder. Ça va être éventuellement, je peux compter toutes les équipes qui travaillent sur la réponse au client. Donc ça, c'est un premier point. Donc, mais il y a plein d'autres coûts autour de la relation client qui viennent s'ajouter. Si on a des effectifs internes, ils ont bien des bureaux, ils ont un poste de travail. Ils ont potentiellement des applications qu'ils utilisent. Ils ont un certain nombre de services, de canaux qu'on a pu éventuellement acquérir. Quand on a éventuellement, on offre un chat, on a peut-être une licence de chat pour offrir cette fonctionnalité. Pour le mail, pareil, on a peut-être une licence de mail. Donc, on a comme ça tout un écosystème, ce qu'on appelle le poste de travail du conseiller, c'est-à-dire que pour qu'il puisse travailler, il y a bien sûr une part importante qui est son salaire, et c'est normal, mais après, il y a aussi tout le poste de travail qu'il occupe, qui est une autre poche de coût. Et à côté de ça, parfois, dans l'ensemble de l'organisation, parce que ce n'est pas toujours organisé ou tous les coûts de la relation client, il faut regarder, est-ce qu'éventuellement, il n'y a pas des gens chez vous qui répondent aux réseaux sociaux, aux commentaires qui sont posés par les clients ? Si, ils sont où ceux-là ? Ils sont dans une autre équipe. C'est de la relation client ou c'est pas de la relation client ? C'est de la relation client, puisque finalement, on est quelque part en interaction, même peut-être avec des prospects, mais en tout cas, quelque part, voilà. Et vous n'avez pas des gens qui appellent en sortant pour faire des ventes ? Ah si, aussi, on a de la télévente. Est-ce que c'est de la relation client ? Comment est-ce que vous le positionnez ? Est-ce que c'est dans le point ? Le point, c'est qu'il n'y a pas forcément une seule réponse, et le message, ce serait pas de dire, il y a une définition, nous, chez Colorado, on n'en emploie qu'une, c'est plutôt d'essayer de se dire, qu'est-ce qu'on veut prendre en compte dans le périmètre ? Qu'est-ce qu'on veut regarder ? Et à partir de là, on pourra se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire mieux avec ce budget, ou
on va dire, aussi bien pour un peu moins. Nous, c'est les deux seules questions qui nous intéressent. Parce que faire mieux avec plus d'argent, bon, j'ai envie de dire que c'est un peu donné à beaucoup de monde, c'est assez facile. Et de faire moins bien avec moins d'argent, bon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'aide non plus pour y arriver. Mais c'est pas intéressant. Donc les deux situations qui nous intéressent, c'est soit quelqu'un qui se dit, bah moi, ce que je dépense aujourd'hui, ça me convient, j'ai le budget, voilà, ça rentre, ça correspond. Par contre, je pense qu'on pourrait avoir une expérience qui est plus waouh que ce qu'elle n'est aujourd'hui avec ce même budget. Donc, aidez-moi à trouver des leviers d'économie pour que je puisse investir par ailleurs. C'est typiquement, peut-être que si, par exemple, je digitalisais un petit peu certains actes, je pourrais gagner du temps pour que les gens passent plus de temps à creuser le besoin de mes clients au téléphone. Donc ça, du coup, voilà, on fait simplement un déplacement on va dire de budget d'un côté vers une autre activité. On reste à budget équivalent, mais on a potentiellement un meilleur service pour le client. Donc ça, c'est une situation qui est intéressante, qui est assez challenging. Soit le client se dit, bon bah aujourd'hui, nous on voit dans nos études de satisfaction que les retours de nos clients sont bons. On est plutôt, on offre grosso modo le niveau de satisfaction client qu'on souhaitait offrir. Par contre, je pense qu'on pourrait peut-être un petit peu essayer d'optimiser notre budget parce qu'on aimerait utiliser cet argent à développer de nouveaux services ou à faire d'autres choses. Et donc du coup, est-ce que vous pourriez nous aider à maintenir cette qualité, ne rien lâcher sur ce qu'on offre aujourd'hui, mais en contrepartie être un petit peu plus cost-effective, on va dire un peu plus économe en termes de dépenses. Et ça, c'est les deux situations que nous, on va regarder. Ouais, et du coup, c'est hyper intéressant de faire cette analyse en fait à 360 et de trouver ces leviers d'optimisation et généralement les opportunités d'optimisation. Donc, tu as commencé à te dire, bon, bah voilà, peut-être digitaliser certaines tâches. Et quels sont les leviers d'optimisation ? Alors, juste avant de rentrer, je voulais juste prendre un exemple sur les différences de coûts, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on rapporte les coûts par interaction, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on a un service client, on gère des interactions. Ça peut être, je réponds à un chat, je réponds à un mail ou je prends un appel au téléphone. Grosso modo, nous, ce qu'on aime bien, c'est de se dire, bah, sur la somme de toutes les interactions que vous avez, quand on est en capacité d'avoir compté un peu ce budget à 360, on divise le budget et on sort un coût par interaction en disant, bah voilà, grosso modo, vous dépensez X euros pour gérer une interaction en moyenne. Sachant que la moyenne n'a pas forcément de sens, parce que ça coûte moins cher de répondre juste à un réseau social par rapport à passer 10 minutes au téléphone, mais c'est de dire globalement, voilà, chaque fois que vous recevez une interaction, vous dépensez X euros. Et ce qui tu hiérarchises pas par complexité de l'interaction ? Si, mais après, on peut faire affiner, mais déjà dans une première métrique, c'est d'arriver à se dire que finalement, ce qui est intéressant, c'est de dire si je prends tout le budget, tout ce que vous recevez par année, si je divise l'un par l'autre et que j'arrive n'importe quoi à 4,50 €, déjà, est-ce que ce chiffre, vous le connaissiez ? La réponse est soit oui, soit non. Souvent, la réponse est non. On ne savait pas d'où on partait. Et deux, ça commence à se dire, est-ce qu'on est content avec ce niveau-là ? Est-ce qu'on s'attendait à ça ? Et est-ce qu'on se dit, quand on voit la qualité qu'on sert, est-ce qu'on se dit, ah ben je pensais qu'on dépensait beaucoup plus pour avoir cette qualité, ou au contraire, on dépense tout ça et on n'arrive pas à faire et notre NPS est pas davantage boosté. Donc c'est là qu'il faut se dire que peut-être il y a ce point. Et c'est vrai que ça nous est arrivé des cas où on a eu des clients, qu'évidemment je peux pas citer nommément, mais où le coût par interaction leur a semblé tellement exorbitant qu'ils en ont été surpris. Donc, en se disant, bah, on se classe au-dessus d'industrie du luxe et ainsi de suite, alors que la qualité perçue par leurs clients n'était pas tout à fait à l'avenant. Donc, il y avait certainement, et on a travaillé pour les mettre en lumière, beaucoup d'inefficacité et de difficultés internes qui expliquaient ces surcoûts sans que ça se traduise par une qualité accrue vue du client. Donc là, on était dans un cas, voilà. Est-ce que ton coût moyen par interaction diffère en fonction du secteur d'activité ? Tu parlais par exemple du luxe. C'est quoi les trends Alors, c'est difficile c'est pas forcé que le coût par interaction dépende nettement de l'industrie, parce que dans chaque industrie, on peut avoir des modèles de gens qui sont plus orientés vers la maîtrise des coûts et offrir une promesse, on va dire, à coût plus réduit, sans aller jusqu'au low cost, et des offreurs qui sont plus orientés sur une démarche premium. Donc, ça va jouer plutôt là-dessus. C'est plutôt quel est finalement ce qui va driver le coût, c'est véritablement
jusqu'à quel point je suis prêt à avoir une relation premium, personnalisée, offrir une conversation libre et large avec mes clients. On voit dans pas mal de secteurs, il y a des entreprises qui permettent de discuter de manière assez nourrie avec eux, et c'est forcé qu'à la fin, le coût de la relation client soit peut-être plus élevé que des marques sur lesquelles on voit qu'on doit plutôt faire des formulaires, utiliser beaucoup le self-care, et donc du coup sur lesquels il est plus difficile d'entrer en interaction. C'est ce qui va driver. Alors effectivement, l'industrie du luxe en soi est peut-être une industrie sur laquelle spécifiquement l'attention portée à la conversation est peut-être plus forte, et il sera difficile de trouver au sein de l'industrie du luxe des acteurs qui auraient vraiment une relation client de très fortement frugale. Néanmoins, il y a aussi des acteurs dans d'autres secteurs qui peuvent venir de la banque, qui peuvent venir de l'énergie ou de la distribution, qui ont choisi des modèles dans lesquels la relation client a une part très importante. Si on pense à des marques comme Decathlon, Leroy Merlin, c'est des marques qui sont d'ailleurs souvent primées dans les palmarès de la relation client, et qui ne négligent pas du tout l'importance accordée à la relation client, et qui consacrent des équipes et des efforts importants. Et donc, une fois que tu as ce coût moyen par interaction, enfin ce coût par interaction, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Alors, du coup, une fois qu'on s'est posé avec, on peut l'avoir le coût par interaction ou le coût par vente. C'est les deux sujets qu'on peut regarder dans les ventes de services, dans les ventes de produits. On se dit avec la marque qui nous a demandé de travailler. Du coup, maintenant qu'on sait le budget que vous dépensez, le coût que vous avez, dans quelle direction vous voulez qu'on travaille? C'était les deux directions que j'ai évoquées tout à l'heure, qui est est-ce que vous voulez conserver ce coût mais offrir plus, ou est-ce que vous voulez plutôt garder la même qualité pour un coût inférieur? Donc une fois qu'on s'est défini là-dessus, on va travailler sur les différents leviers, et je reviens à ta question Marine sur les leviers. Quels sont les leviers qu'on va pouvoir mettre en œuvre? Et donc généralement, on travaille sur 3 leviers principaux là-dessus. Donc du coup, on a trois leviers principaux. On a l'évitement de contact. On reviendra peut-être en détail dans la discussion ensemble. Ouais. L'amélioration des opérations, et puis la question éventuelle du j'externalise ou pas une partie de ma relation client. Ok. C'est quoi l'évitement de contact? Alors, l'évitement de contact, ça consiste à se dire que dans la masse des contacts qu'on reçoit, il y en a certains qui n'ont ni de valeur pour moi en tant que marque, ni pour mon client. Je prends un exemple très simple sur, par exemple, la grande distribution. Si un client appelle pour demander les horaires d'ouverture de mon magasin, et que je lui réponds, il ouvre de 9h à 18h, il n'en tire pas forcément une satisfaction incroyable parce qu'il a juste une information, et de l'autre côté, moi, d'avoir consacré de la ressource d'un agent humain pour juste répercuter cette information sur laquelle il n'y a pas possibilité de rebond, d'établir le dialogue vraiment, ça n'a pas une grosse valeur ajoutée. Donc du coup, on va essayer d'identifier dans la masse des motifs de contact ceux sur lesquels il va y avoir, comme ça, pas un intérêt fort pour le client, pas d'opportunité vraiment pour la marque de nouer des relations additionnelles, et de se dire ça, peut-être qu'on a d'autres moyens d'y répondre en mettant en avant justement des FAQ dynamiques beaucoup mieux faites. Est-ce qu'on a bien documenté sur Google My Business les horaires? Non, on se rend compte que tel magasin c'est pas marqué, c'est pas à jour, la page elle est pas bonne, c'est pour ça que les clients ils appellent. Donc du coup on peut faire un certain nombre de choses qui feront que demain les clients nous en appelleront moins pour faire ce genre de choses. Ça c'est les techniques simples d'évitement de contact. Après on sait qu'il y a aussi pour ceux qui en sont familiers, on peut aller aussi sur des SVI, donc des serveurs vocaux interactifs pour les appels, qui vont répondre à certaines questions. J'imagine que tu n'auras pas manqué de noter, par exemple, que ta banque souvent commence par t'annoncer son solde de ton compte dès que tu l'appelles. Parce que comme elle sait que souvent des gens appellent pour savoir le solde de ton compte, ils se disent, avec un peu de chance, peut-être qu'en te donnant cette information directement, en fait, c'était juste ta demande, c'est pas la peine de te mettre en relation avec quelqu'un puisque tu as la réponse à ton information. D'accord, ok. Voilà. Maintenant, si tu as une autre demande, ils vont être à ton écoute. C'est pas restrictif. Exactement. Et c'est comment tu fais pour déterminer quelles sont effectivement les demandes qui rentrent dans la partie évitement de contact. Et là, je te dirais que
Par contre, ça doit dépendre quand même de la taille de ta boîte. Parce que, par exemple, si tu es de ton secteur et de la taille de ta boîte, si tu es une seule boutique et qu'on t'appelle pour connaître les horaires, peut-être que c'est une personne qui va venir. Et si tu as un panier moyen à, j'en sais rien, 150 balles, peut-être qu'il y a une pertinence à quand même le laisser pour le moment, quoi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça. Alors, ça va dépendre effectivement un peu de la taille de la boîte et de la période. Si on est dans une période de croissance, c'est vrai que ça peut avoir un intérêt de prendre toutes les communications avec l'idée que même si tu m'appelles juste pour les horaires, je vais essayer en fait d'engager un peu le dialogue en disant vous savez qu'on a une nouveauté. Mais ça veut dire qu'en fait tu accordes une valeur à cette interaction. Ça veut dire que toute interaction qui se présente comme tu es dans une phase de croissance, tu veux l'accueillir. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ça va te demander un effort de faire cette proactivité, d'essayer. Et si tu te rends compte qu'il n'y a qu'une seule personne sur 1000 qui finalement engage la discussion avec toi, il faudra se poser la question de continuer à essayer de le faire. Mais néanmoins, c'est pour ça que l'évaluation de la valeur du contact, elle va dépendre du secteur. Mais on a quand même travaillé, nous, récemment, avec alors, c'était pas vraiment une start-up, on va parler plutôt de scale-up, mais on voyait quand même que qui vendait un produit technologique. Pareil, je peux malheureusement pas révéler les noms de mes clients facilement, mais elle travaillait sur un produit technologique et il y avait un certain nombre de questions qui concernaient un partenaire qui était, on va dire, une application qui était liée à ce produit technologique, à laquelle il ne pouvait pas vraiment répondre et sur laquelle il ne pouvait pas forcément s'engager parce que de toute façon, c'était la responsabilité d'un autre. Donc, ils ont pu mettre en place aussi des éléments qui disaient, si vous avez des questions avec l'utilisation de ce logiciel, voilà la marche à suivre, je vous aide, je vous accompagne et ainsi de suite. Mais accueillir le client qui vous pose des questions sur un produit qui n'est pas le vôtre, c'est quand même difficile, et de rebondir sur son propre univers, vu qu'on lui répond pas à sa question, c'est quand même pas facile, quoi. C'est comme quand vous appelez Orange et que le problème c'est votre ordinateur et c'est Windows, quoi. Orange peut vous aider pendant un petit moment, mais si c'est votre ordinateur qui est en panne, votre fournisseur d'accès Internet va pouvoir à un moment être limité et vous dire votre problème c'est votre ordinateur, j'ai envie de dire appelez celui qui vous l'a vendu parce que je le vends pas. C'est c'est des exemples un peu caricaturaux, mais il y a cette idée. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une question de taille. De toute façon, quand on est dans une phase de croissance, au début, c'est vrai que la relation client, et moi, je suis loin de considérer que la relation client est un coût, hein. Moi, je pense que c'est un centre de valeur, et trop longtemps, la relation client a été considérée comme un centre de coût. C'est un centre de création de valeur. Maintenant, une fois qu'on a dit que c'est un centre de création de valeur, ça ne veut pas dire qu'on peut y dépenser l'intégralité de sa marge non plus. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Il y a forcément un équilibre sur ce point. Mais quand on crée une jeune entreprise, c'est vrai qu'au début, on a intérêt à privilégier ce poste de relation client, parce que si on est dans une phase, on va dire, de croissance, l'avantage de multiplier les interactions, c'est, comme tu l'as très bien dit, soit des opportunités de business additionnelles, soit c'est des moments où je peux comprendre si mon produit répond bien aux attentes. Parce que si je m'aperçois que tous mes clients m'appellent en disant je comprends pas, votre produit, il est rectangulaire, mais moi je dois le ranger dans des boîtes qui sont rondes, c'est pas du tout pratique comme forme, est-ce que vous pourriez pas faire quelque chose? Quand on a entendu le sujet 15 fois venir sur la table, on peut peut-être revenir vers l'équipe produit en disant écoutez, les clients, ils nous disent que c'est quand même c'est pas idéal, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour résoudre ce problème? Donc là, on apprend aussi au début. Quand on est une marque plus établie, plus mature et que le produit existe depuis des années, normalement, ces difficultés on va dire, d'adéquation avec le besoin marché, normalement, on les a dépassées parce que sinon, on n'aurait pas connu le succès qu'on a avec ce produit. Mais au début, le centre de relations clients, c'est aussi un moyen de collecter des insights. Donc, c'est à ne pas négliger. Mais dans ce cas-là, il faut le valoriser dans ce qu'on en apprend. C'est de se dire, en fait, le centre de relations clients n'est pas qu'un centre de coût, c'est aussi c'est mon étude de marché, c'est aussi ça. Et donc, du coup, c'est autant que je dépense peut-être pas en focus group par ailleurs. Et donc, du coup, c'est un autre moyen de matérialiser à quel point la relation client génère de la valeur. Ouais, clairement. Ça, c'est particulièrement important sur les jeunes entreprises. Très, très juste. Et donc, du coup, ensuite, sur l'amélioration des opérations. Alors, l'amélioration des opérations, alors là, on touche à une problématique qui... Ça doit être c'est la plus complexe ou pas, tu dirais, entre les trois leviers, qu'est-ce qui est le plus complexe? Alors, le plus complexe, parce que ce qui va toucher le plus largement, c'est le volet amélioration des opérations. Parce que là, la nature des sources peut être assez large. Le sujet de l'externalisation, c'est un sujet un peu technique. C'est une fois que on y reviendra, mais c'est un sujet relativement simple à mettre en place. C'est une histoire de trade-off entre finalement
est-ce que je fais moi-même ou est-ce que je fais faire? Et on verra les questions qui sont à l'œuvre. Le sujet de l'amélioration opérationnelle, ça nécessite de se pencher sur la façon dont on exécute sa relation client et d'essayer de comprendre l'ensemble des étapes. Et là, ça nécessite de descendre de manière assez approfondie parce que dans certains cas, et ça peut frapper des petites entreprises comme des plus grandes, même si c'est quand même un sujet que nous, on aborde plus facilement, plus souvent avec des entreprises de plus grande taille, il peut déjà y avoir un sujet d'inadéquation des processus. C'est-à-dire que finalement, on a des inefficacités parce qu'on a des processus trop longs, on a morcelé les tâches entre différentes entités, entre des équipes qui ne se parlent pas, et finalement, il y a une perte en ligne, une perte d'efficacité qui va avoir un impact sur la satisfaction du besoin client d'un côté, et de l'autre qui va demander à beaucoup de gens de travailler à la suite pour effectuer cette tâche. Donc du coup, un coût pour l'entreprise. Et donc là, on a un sujet sur d'essayer de recomprendre un petit peu ces processus de relations clients, comment est-ce qu'ils sont organisés sur ce point. Il peut y avoir des sujets d'outils. On peut s'apercevoir que finalement, on a pris des outils qui génèrent des lenteurs, où il y a trop d'outils. Et donc, du coup, les conseillers sont face au fait de dire, alors attends, là, tu te connectes sur l'appli du transporteur pour la commande. Là, tu te connectes sur le back-office du web pour voir où elle en est sur le panier. Puis là, tu te connectes sur une autre appli pour voir sur Trustpilot les reviews et tu croises tout ça. Peut-être qu'on se dit, ouais, l'agent, son travail, il est peut-être trop compliqué. Est-ce qu'il y aurait moyen de travailler sur une interface qui permettrait d'éviter que l'ensemble de ces tâches prennent à chaque fois un temps non négligeable? Donc, il y a à travailler sur les outils. Il peut aussi y avoir qu'il y a des outils qui peuvent ne pas donner satisfaction, qui peuvent créer des ruptures. Voilà, si l'outil de chat plante une fois sur deux et qu'il faut relancer la conversation, c'est autant de temps de perdu au point de vue du client. Donc, voilà, il y a des questions à se poser sur les outils, sur les processus. Et il y a une question à se poser sur l'équipe, sur le côté ressources, parce que soit on peut avoir des équipes qui sont pas suffisamment formées pour bien exécuter, et ainsi de suite, parce qu'on les a pas assez accompagnées, donc elles n'ont pas assez de connaissances sur le produit, donc elles ont des difficultés. Soit, et ça c'est quelque chose qu'on peut rencontrer aussi des fois dans des jeunes entreprises, soit on peut avoir aussi des gens qui sont trop experts pour répondre. Et il faut pas négliger ce risque-là aussi. Ça nous est déjà arrivé aussi de tomber sur des équipes où finalement, en face de toute demande client, on a alors plutôt une scale-up à nouveau, qui va avoir mis des équipes d'hyper-experts. Est-ce qu'on a besoin de mettre un hyper-expert pour peut-être répondre aux clients néophytes qui se posent tout juste la première question de comment je dois ouvrir mon compte? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne adéquation? Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que l'expert est pas tenté, parce qu'il est expert, d'en dire un peu plus, de commencer à exhaler un certain nombre de fonctionnalités que le client néophyte, il n'en est même pas encore là. Et en fait, il va aller dans le sens de la conversation, il va écouter, mais enfin, lui, il voulait juste ouvrir son compte. Voilà, donc je dis pas qu'il faut pas du tout avoir d'expert dans la relation client, mais que l'expertise, c'est aussi à adapter au type de questions qui sont posées. C'est très bien d'avoir... moi, je sais que je considère que dans le domaine des télécoms, après avoir passé 10 ans chez un opérateur, quand j'ai un problème sur ma box, je sais à peu près de quoi je parle. J'aime bien avoir quelqu'un qui a l'impression de comprendre. Mais il y a d'autres univers, typiquement, où je suis pas très doué, sur lesquels j'ai pas forcément besoin d'un expert. Je préfère même... C'est plus rassurant d'avoir quelqu'un qui va m'accompagner sur les premiers pas, parce que je suis pas un spécialiste. Donc c'est des sujets où il faut se dire... Est-ce que j'ai pas mis trop d'expertise? Donc, c'est aussi sur la partie équipe. Voilà, bien regarder. Et du coup, ça peut donner lieu à des moyens d'économie parce qu'on peut se dire, du coup, je réserve mon équipe expert sur peut-être des questions de niveau 2, donc un peu moins fréquentes. Et peut-être que pour répondre aux premières questions des clients, on va dire un peu tout venant, peut-être que je peux avoir une équipe avec des gens moins qualifiés qui sont donc un petit peu moins bien rémunérés. Donc, ça fait une petite économie sur l'équilibre de ma relation client. Et peut-être qu'au final, tout le monde est plus content parce que finalement, chacun trouve l'interlocuteur qui est adapté à sa demande de départ. Donc, c'est pas forcément tout ce qu'on voit bien là, c'est qu'on peut travailler sur des leviers d'économie de coûts qui ont vraiment un impact positif pour le client. Le point, c'est pas je baisse mes coûts et puis en fait, je vais rendre mes clients insatisfaits. C'est pas du tout ça l'intérêt du travail. C'est pas détruire de la valeur en fait. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. On sait bien, il y a des fois des cas dans la presse où on voit des entreprises qui auraient pu éventuellement un petit peu être confrontées à des difficultés économiques et puis c'est plus difficile de joindre le service client. C'est pas ça dont on parle là ici. C'est comment est-ce qu'on essaye de trouver des arbitrages qui font en sorte que le client et à la fin, au moins aussi content si ce n'est plus, et en même temps pour l'entreprise, finalement à produire, c'est un petit peu plus efficace.
Mais je repense au cas de la scale-up, tu vois, avec des profils qui sont peut-être trop qualifiés, et tu te dis, en fait, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour avoir des profils moins qualifiés, plus des profils hyper qualifiés, quoi. Oui, Peut-être, c'est vrai. le truc se mord la queue, en fait, concrètement. T'es à un stade un peu bâtard. Oui, enfin voilà, soit ils n'ont pas les profils en interne, et c'est là que ça peut être le lien avec le troisième levier. On peut se poser la question de est-ce qu'ils doivent externaliser pour aller chercher ces profils dehors, ou alors peut-être aussi c'est que souvent dans les jeunes entreprises, peut-être qu'ils ont leurs fiches de poste ont été construites plutôt sur ceux qui ont rejoint l'équipe marketing et l'équipe produit, et qu'il aurait fallu peut-être s'appuyer sur un conseil pour juste savoir qu'est-ce que je dois attendre de mon conseiller client, quel type de profil je peux intégrer, et il est pas du tout impossible que puissent coexister à l'intérieur d'une équipe des profils avec différents niveaux de qualification, d'expertise, de background qui sont tous également motivés par le projet de l'entreprise qui est en train de développer un nouveau produit ou un nouveau service. Très très juste. Et sur l'externalisation, alors du coup, c'est comment tu arbitres? Alors, le levier d'externalisation, il vient quelque part un peu une fois qu'on a déjà un peu travaillé les deux premiers leviers. Ça peut être conduit en parallèle parce qu'il y a un petit peu de temps, mais l'idée de l'externalisation, c'est de se dire que finalement, pour son activité, je vais pouvoir accéder à des expertises ou des profils que j'ai pas forcément chez moi, avoir la flexibilité que je peux pas forcément avoir au sein de mes équipes, parce que je pense que parmi les auditeurs de ce podcast, il y a pas mal de gens intéressés par le secteur du e-commerce, par exemple. On sait très bien que dans le secteur du e-commerce, novembre-décembre, entre Black Friday et Noël, on a à peu près 40% de son activité de vente. Du coup, et puis après, par contre, en février-mars, du coup, comme on a passé ces périodes de pic, un peu moins. Quand on est en interne, on arrivera moins à s'adapter à cette extrême flexibilité, alors qu'un partenaire externe peut plus facilement jouer sur la mutualisation avec d'autres projets, être en capacité de faire ce point. Et puis le troisième levier aussi sur l'externalisation, c'est quand même aussi une question de coût, puisque il y a la possibilité aussi de jouer sur des paramètres de géographie qui peuvent être dire est-ce que je souhaite avoir des équipes externalisées basées en France? Est-ce que je suis ouvert à regarder des destinations qu'on appelle en nearshore, qui sont l'approche Europe, donc dans des pays comme dans des villes internationales qui peuvent être Lisbonne, Barcelone, où on trouve des gens qui parlent très bien français et qui sont qui peuvent proposer de travailler de manière soit partielle, soit à temps plein sur des activités de service client, soit aller vers des marchés qu'on appelle plus traditionnellement l'offshore, qui sont effectivement pour la partie français, qui est plutôt le continent africain, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et maintenant même la partie Madagascar, Mayotte ou des pays comme ça. Yes, mais je trouve que c'est hyper intéressant la partie je fais varier. J'externalise aussi parce que mon activité, enfin c'est surtout sur le timing. Moi, j'entends pas tant sur le terme géographique, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs cas où très clairement tu as 2 heures dans ta journée où c'est ultra concentré. Là, tu en as enregistré un épisode et je pense qu'il sortira avant notre épisode. Donc c'est celui avec Isabelle Garcia, du coup, qui est la secrétaire générale du RERC, où concrètement elle t'explique qu'il y a 2 heures dans la journée où c'est full, et que le reste du temps c'est limite vide. Et donc tu te dis à quel moment je vais payer un humain pour faire des horaires classiques, alors qu'en fait, on va être en sous-effectif pendant 2 heures et en sur-effectif le reste de la journée. Et il y a plein de business au final qui sont comme ça et où ça peut être ultra pertinent d'avoir des humains qui sont chez un prestataire et qui travaillent de telle heure à telle heure concrètement sur tes clients. Et puis après, en fait, ils enchaînent avec d'autres dossiers qui, eux, sont en horaire décalé par rapport aux tiennes, etc. Je citerai pas le nom, mais c'est vrai que il y en avait un, tu vois, très clairement, émission télé, machin, qui veut te vendre des choses à une horaire très précise, là t'as un pic de commandes et puis après il se passe que dalle, donc quelle est la pertinence, clairement, enfin hyper. Non, mais tout à fait, il y a ce levier flexibilité et le levier expertise, c'est important aussi parce que typiquement par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait que c'est des profils particuliers, on pense souvent externalisation pour des très grosses équipes, mais même pour constituer une petite équipe de 3-4 personnes, le fait de s'appuyer sur un partenaire qui
qui a une filière et un vivier de recrutement et qui a une progression de carrière dans la relation client, c'est peut-être plus facile d'arriver à créer une équipe un peu homogène que dans une entreprise dont tous les autres sont éventuellement développeurs, marketeurs et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on arrive à créer éventuellement aussi cette cellule, arriver à l'intégrer? Est-ce qu'on y arrive bien? Donc c'est pour ça on se dit des fois, est-ce qu'on a les bons profils et ainsi de suite. Là, ça peut être intéressant aussi que de s'appuyer sur un partenaire pour se dire finalement, est-ce que c'est vraiment mon métier? Est-ce que je m'y connais? Est-ce que je m'y connais suffisamment, ou est-ce que je pourrais être intéressé d'avoir un partenaire qui m'apporte aussi d'expertise et qui peut avoir déjà des conseillers dans son vivier qui ont travaillé sur des problématiques proches dans d'autres secteurs et qui en fait finalement seraient avec une montée en compétences ultra rapide. Parce qu'en fait, si on se tourne vers un acteur de l'externalisation et que vous lui dites moi je voudrais vendre du voyage en ligne, il va peut-être être en capacité de dire on a eu l'occasion de travailler sur et on pourrait avoir quelques profils qui sont particulièrement qui ont un background vente de voyage en ligne. Donc ça c'est aussi ce point-là. Donc c'est le dernier levier. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que effectivement dans la discussion avec un prestataire comme tout partenaire externe, il faut bien savoir ce qu'on veut pour bien définir avec son partenaire ce qu'il doit apporter. Et donc du coup on externalise quand même en général assez bien ce qu'on maîtrise soi-même. C'est-à-dire que c'est difficile de se dire... Et donc, du coup, c'est pour ça que la complémentarité des différents leviers, si on travaille sur l'évitement de contact, on essaye d'ajuster la sollicitation client au bon niveau. Dans l'efficacité opérationnelle, on essaye de s'assurer qu'en interne, sur les volets outils, process et puis équipe, on a fait le maximum pour effectivement être bien aligné avec la stratégie qu'on poursuit. Et à ce moment-là, on peut se dire, du coup, est-ce que c'est quelle part on peut faire en interne, quelle part on peut faire en externe, sachant que nous, on voit sur nos clients souvent des mixtes aussi. On peut très bien avoir c'était la question qui allait suivre du coup. Voilà, il y a des mixtes, on n'est pas obligé. Les positions n'ont pas nécessairement besoin d'être tranchées en disant c'est du tout interne ou du tout externe. Typiquement, on peut avoir besoin pour des questions, effectivement, pour un certain nombre de questions et d'absorber le volume, de s'appuyer sur un partenaire externe et par contre de garder en interne justement son niveau d'expertise pour que nos collaborateurs internes qui ont été particulièrement formés à l'ADN de l'entreprise, qui ont ainsi de suite, répondent en niveau 2 à des questions plus sophistiquées. Mais du coup, ils sont moins nombreux, sollicités moins souvent et puis plus dans leur cœur d'expertise et ça peut faire un bon mix. Donc, il y a ce genre de choses. Après, on peut aussi découper par activité, se dire, par exemple, tout ce qui concerne la vente, pour une raison X ou Y, j'ai envie de m'en occuper avec des équipes internes. Par contre, tout ce qui est la partie réclamation, gestion des réclamations, je préférerais qu'un partenaire qui a l'expertise de ce genre de sujet m'accompagne et fasse toutes les réclamations clients et ainsi de suite. Donc, il y a plein de modèles hybrides, quoi. Et en plus, l'externalisation, il faut voir aujourd'hui que selon les modèles, c'est pas toujours des gens qui sont ailleurs, puisqu'il y a aussi des modèles dits d'insourcing, où en fait, un prestataire externe fait travailler des collaborateurs de ses équipes au sein de votre entreprise. Ok. Donc ça, c'est aussi un modèle qui existe, alors qui est particulièrement, qui nécessite d'être bien encadré, et les partenaires qui proposent ce genre de service le connaissent bien. Mais c'est un modèle qui permet aussi d'avoir des équipes hybrides avec effectivement un mixte de collaborateurs internes à côté de collaborateurs d'un outsourceur qui est en capacité justement de gérer le côté monter en puissance rapide, apporter plus de profils et puis entretenir un vivier constant de 4, 5, 10, 20 collaborateurs qui sont comme ça en externe. Non, mais hyper intéressant parce que j'imagine que quand tu dois avoir, quand tu as ce type de client et ce type de démarche, au final, tu utilises les 3 leviers. Alors, j'aimerais te dire que systématiquement, oui, pas toujours. Parce que pour arriver peut-être à ta conclusion, ne serait-ce que de l'externalisation, il faut peut-être que tu aies fait les diagnostics amont. Pas forcément. Non, non, mais j'aimerais te dire que déjà, oui, il faudrait. Néanmoins, c'est pas toujours. On n'arrive pas. On doit répondre aussi aux problématiques. Il y a des fois, on se retrouve dans la situation où il y avait une urgence de gérer de la flexibilité. On va commencer à mettre en place une externalisation avant de retravailler sur la réinitialisation. Et c'est en mettant en place le point d'externalisation que peut-être on va se rendre compte qu'il y a une opportunité aussi d'évitement de contact. Donc, c'est pas toujours aussi pur. On n'arrive pas. L'important, nous aussi, en tant que conseil,
conseil, c'est d'être agile et d'essayer de comprendre où le client nous dit qu'il a le plus mal et de quand même s'occuper et de pas tout de suite lui dire alors on va faire un check-up complet. C'est comme si tu rentres chez le médecin, que tu as mal aux dents et puis la personne te dit non mais alors attendez, on va tout remettre à plat, on va faire un scanner complet et puis il va falloir 2 semaines d'analyse et là à ce moment-là je te dirais comment régler ton problème de mal de dents. Ça serait pas hyper idéal, donc on essaye de s'attaquer aussi à ces problématiques, mais on a toujours dans cette idée d'essayer de proposer, de dire est-ce que voilà, il faudrait regarder d'autres sujets. Ces 3 leviers sont complémentaires et si on veut arriver, c'est le mot complémentaire en fait, clairement. Après, il faut pas négliger parce que voilà, nous on est aussi prestataire. Il y a aussi des sujets sur lesquels parfois les équipes internes n'ont pas besoin d'être accompagnées non plus. C'est-à-dire que elles peuvent se sentir beaucoup plus légitimes en se disant moi le sujet de l'évitement de contact, comprendre la valeur des contacts pour mes clients avec mes équipes, je saurais plutôt très bien le faire et je vois pas besoin de me faire aider. Par contre, sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, là j'ai besoin de gens qui viennent de l'extérieur, qui nous challengent sur notre organisation, sur nos outils, parce que nous-mêmes, comme on les a construits, c'est un peu notre bébé et on se sent pas en capacité de complètement le détricoter. Donc là, ça ferait plus sens. Donc ça va vraiment varier aussi en fonction des situations. Nous, on intervient à différents moments et sur différents types de problèmes. Ok. Eh ben, écoute, hyper intéressant. Vincent, quelle est ta meilleure expérience client? Alors moi, ma meilleure expérience client, moi j'ai tendance à citer quand même, parce que ça me bluffe toujours, moi j'aime quand même beaucoup la relation client de mon assureur principal qui est la Maif. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je les appelle, je suis assez surpris par la façon dont ils sont capables de reconnaître, d'avoir la situation de mes différents enfants de leur foyer, d'appeler ma seconde fille par son prénom en parlant de son contrat d'assurance et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est comme ça au débotté là. Bon, il se trouve que je les ai appelés la semaine dernière, donc ça aide aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même une expérience qui est différenciante dans ce secteur-là et que je trouve intéressante par rapport parfois à l'accueil qu'on peut avoir avec un conseiller bancaire qui peut des fois être un peu moins proactif et qui, alors que vous lui adressez une demande de crédit, vous redemande pour la 4e fois quels sont vos revenus, où vous habitez, et ainsi de suite. Donc il y a ce côté personnalisation, proactivité et la tonalité, le fait que la conversation, on sent que elle s'arrête quand on n'a plus de questions et pas quand la durée moyenne de traitement est atteinte. Donc voilà, donc c'est un exemple de... On en discute avec Catherine, du coup. De quoi ? Pour qu'elle vienne. Oui. De la Maif. Oui, tout à fait. Typiquement, voilà. Ouais, clairement. Et quelle est ta pire expérience client ? Ma pire expérience client, alors on a souvent plus d'idées, mais j'ai eu une très mauvaise expérience de voyage. La dernière fois que j'ai été en Irlande, je ne sais pas si je vais citer la compagnie aérienne, mais entre les messages d'annulation potentielle du voyage, puis le message qui revient, puis après le service de location de voiture qui me fait prendre une assurance, des pneus à changer parce que les pneus crèvent, qui finalement ne sont pas couverts par l'assurance que je ne voulais pas. Je dois avouer que c'est une compagnie avec laquelle je n'ai plus jamais revoyagé et avec laquelle je ne repartirai plus jamais, même si c'est la seule à desservir la destination qui m'intéressait. Je pense que je me poserai la question, quoi. Donc là, ça avait été vraiment... voilà. Puis ça touche un peu au moment des vacances. Enfin, je sais que c'est une thématique et que les pain points en vacances, c'est une thématique sur laquelle tu es spécialiste, Marine, mais c'est vrai que quand tu arrives, tu as tes enfants, tu es en vacances, tu as plutôt envie que tout se passe bien. Et à ce moment-là, quand il y a déjà un petit grain de sable, tu es déjà un peu sur la défensive. Mais alors là, quand ça devient massif et que tu perds ton temps à appeler des gens dans des bureaux administratifs, à l'aéroport, c'est vraiment pas sympa, quoi. C'est pas l'objectif, quoi. Voilà. Très exactement. bien. Donc, c'est l'exemple que je citerai. Ouais, je comprends bien. Et qui est-ce que tu aimerais entendre parler sur ce podcast ? Alors, qui est-ce que j'aimerais entendre parler ? Mark Zuckerberg ? Non. Mais il y en a, il y a des personnalités comme ça, elles se lâchent et elles me balancent des trucs. Non, mais j'ai même eu des gens qui étaient morts. Alors, si vous voulez, à un moment, il va falloir se détendre, quoi. En plus, je suis pas un grand, je serais pas forcément hyper. Je considère pas que Facebook est forcément le champion de l'expérience client. Qui est-ce que j'aimerais entendre
parler dans ce... en ce moment, j'ai renoué avec des bouquins de psychologie cognitive. Je sais pas si tu as suivi la sortie d'un ouvrage comme Noise, qui parle des erreurs de jugement et tout ça. Et j'aimerais bien qu'on ait quelqu'un qui parle un peu de psychologie cognitive sur l'expérience client, la relation, un côté un peu théorique, parce qu'on est sur un métier où moi, même en tant que consultant, je m'assois beaucoup sur la pratique, sur un apprentissage sur le tas. On a beaucoup de benchmarks, on a beaucoup d'exemples. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans ce domaine, qui peuvent éclairer dans quelle mesure les ressorts, comment ces émotions finalement sont perçues par les clients, et avoir ce volet-là. Tu y as touché un peu du doigt, je trouve, dans l'épisode avec la personne qui venait, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, du monde de la parfumerie sur le côté sensoriel. Mais il y a ce côté aussi, en dehors des expériences vraiment très luxe, si on est une marque justement de e-commerce et ainsi de suite, comment est-ce qu'on active vraiment dans le cerveau des clients des choses qui sont positives, et à quel moment, au contraire, on est en train de risquer de les heurter, et quand est-ce qu'on est dans les zones... Et ça, ces sujets-là, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, et s'il y a des gens qui le représentent, ça peut être intéressant de mieux comprendre la psychologie client. Carrément. Oui, c'est Anne Jean-Jean, du coup, sur le marketing olfactif. Et effectivement, c'est une de mes volontés sur les épisodes à venir. Là, tu vois, on va avoir, l'épisode sera peut-être sorti. On va avoir un sociologue. J'aimerais bien avoir sémiologue aussi. Mais c'est des profils, c'est vrai, qui sont difficiles à obtenir, je dirais, parce que tu peux taper dans le mille comme tu peux taper totalement à côté de la plaque, quoi. Donc, mais très bonne recommandation. Ravi pour rechercher ensemble sur la psychologie cognitive, parce que c'est des sujets qui moi m'ont intéressé. En plus, ça faisait partie un peu de mon background. J'ai été formé à ces sujets-là quand j'étais tout jeune, et je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se fait aujourd'hui et d'avoir un peu d'actualité du monde de la recherche, mais évidemment un peu appliqué, un peu pratique, des gens qui sont qui ont des exemples un peu pragmatiques sur lesquels s'appuyer. Mais avec plaisir pour brainstormer avec toi là-dessus, Marine. Top. Bon, écoute, merci Vincent en tout cas. C'était super de pouvoir parler de ça avec toi. Je suis sûre qu'on aura plein d'autres sujets à traiter. Et puis merci beaucoup. Merci à toi. C'est toujours un exercice un peu stressant, mais toujours... Mais tu t'en es très bien sorti. Merci beaucoup, Marine. Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur Le Client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très très bonne journée, une belle semaine, et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye!